Bonjour et bienvenue sur CCF Le Mag, l'émission de votre actualité. Pour cette édition, nous accueillons Cola. Ça va, Bonjour. Cola? Mais oui, Qui va super. nous présenter ton EP Charabia, qui est Carrément. sorti le 1er avril. Exactement. Nous aurons Vincent Debève, bonjour, Bonjour. gestionnaire de patrimoine. Tout à fait. On va parler plan épargne retraite avec toi. Super. Nous avons Patrice, nous allons Bonjour. prendre de la hauteur pour parler de la crise en Ukraine. Exactement. Et comme à notre habitude, nous avons Hélène et Karine qui vont nous parler d'amour. Et Karine, tu vas nous parler de quoi? De comment choisir un bon resto. Ah, vas-y, on aime Tu vois, ce sujet. comme j'ai un blog culinaire et un Instagram, on me demande souvent des listes de restos. Et je suis toujours un peu coincée parce qu'un bon resto, en fait, il faut d'abord définir ce que c'est. Pour chaque personne, ça sera toujours un peu différent. Donc, je vais vous donner quelques astuces et je vais vous demander après comment vous faites perso, pour voir un peu. C'est parti. Et du coup, en gros, il faut déjà définir sa recherche et voir ce qu'on aime et voir aussi avec qui on y va et qu'est-ce que les gens aiment. Si c'est un groupe, si on a besoin d'une grande table, le style de nourriture évidemment. Il y a des gens qui privilégient par exemple les terrasses ensoleillées et s'en foutent de manger un sale steak. Voilà. Ou la proximité, comme ils étaient en talons, en gros, fallait le resto les plus proches. Donc, paf, on est allé en face. Ça, je déteste normalement. Et pourtant, on a eu de la mais chance. c'était bon. Mais du coup, le truc justement que je voulais vous dire, c'est quand ça se passe comme ça, parce que vraiment c'est le truc à pas faire, se balader et prendre au hasard, c'est de quand même vérifier juste avant sur Des sites genre de Google, ouais. un Des peu avis. les avis, oui. Mais au lieu de juste regarder la notation qui peut être assez élevée, il faut voir les commentaires, genre les 10 premiers, et voir s'il y a marqué « Ah oui, hygiène douteuse », déjà, bon, Ah non. il y a des trucs un peu rédhibitoires, donc... même s'il ne faut pas juger le livre à sa couverture, il faut quand même regarder la devanture, voir si déjà on se sent bien. Ouais. Il y a quelques petits trucs aussi, quand il y a plein de macarons bariolés, genre premier sur TripAdvisor. Ouais, On se ça dit- veut pas dire grand-chose. Oui, surtout, tu sais, quand c'est un petit village où tu as 4 restos, premier, bon, ok. Ouais. Et pareil, genre dans des grandes villes comme Venise, ça peut être premier, mais ça peut être un resto hyper touristique qui est dans les city guides. Oui. Du coup, il peut être classé hyper haut et pas être forcément... Au final, Oui. les attrape-touristes, ce qu'on appelle. Oui. Après, j'avais même regardé il y a des villes que je connaissais, voir TripAdvisor, comment ils les notaient. Oui. Et les petites perles, elles sont jamais dans les premiers. Ah. Donc je pense, soit il y a des partenariats, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà. Alors ensuite, on regarde un peu ce qui s'y passe. Oui. Par exemple, un resto japonais avec que des Français, pas japonais, un peu louche en général. Ah oui. Bon, un peu comme les restos chinois. Les restos entiers, tu verras rarement les entiers. Ah, Oui. Bon, C'est vrai. Non, on contre-exemple, fonctionne à l'inverse. ah, non. ok. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc c'est juste à. Ok, bon, c'est mitigé, hein, Oui. comme quoi il n'y a pas de règles. Moi, je sais pas, mais si à Londres, s'il n'y a pas de français dans un resto français, il ne faut pas y aller, hein, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'est plus difficile à Ouais. identifier, peut-être, au moment d'aller parler aux gens. Oui, Là, je oui, parle vraiment mais de voilà. resto étranger, oui. Du coup. Pas faux. Et du coup, comment tu fais après? Après, il y a des petits détails, en fait. Bon, après, ça devient un peu technique, Oui. mais quand le poivre, c'est pas un moulin à poivre, D'accord. déjà, d'avoir un moulin à poivre, c'est pas que ça va être bien, mais c'est déjà qu'ils ont fait un effort. Pourquoi le moulin à poivre? Donne le poivre directement en grain, Oui. ça garde plus le goût et tout. C'est juste un soin de plus Sûrement. sur un détail, en fait. Côté D'accord. qualitatif que Oui, le resto. c'est ça. Ouais, sûrement. Et pareil, il faut regarder le menu, s'il est saisonnier, s'il y a une liste à rallonge de genre 1000 plats. En Ouais. général, c'est que ça sera du surgelé. Bon, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, mais bon, voilà. Ouais. Ensuite, je passe à des choses un peu plus avancées, Oui. genre à préparer un peu en avance. Oui. C'est de croiser les sources. Donc ça devient vraiment un travail de détective. Oui, c'est ce que je vois. Pour aller au resto, oui. Genre, oui, Oui. mais c'est... Ça dépend Oui. de l'occasion. Ouais, Non, mais j'avoue que c'est des démarches que j'ai pas encore en tête. Moi, je fais pas ça pour. Parce que ça m'énerve, en fait. Par exemple, Oui. à la rigueur, si tu testes un food truck et que tu payes 15 €, ça va si c'est pas très bon. Par contre, quand tu vas dans un gastro, Oui. tu payes 350, Oui. déjà tes attentes sont beaucoup plus élevées. Mm. Donc tu as intérêt. Enfin, je veux dire, c'est juste. Oui, c'est un travail que tu fais Oui, bien en amont, quoi. un Oui, peu. c'est sûr. Et donc, il faut croiser les sources. Oui. Les amis, c'est un peu compliqué. Aimer certaines choses que toi, va privilégier les terrasses, les trucs comme ça. Mm. Donc, pareil, quand on lit les avis, il faut que ça soit un peu en accord avec soi. Oui. Après, quand on voyage, il y a aussi un autre truc. C'est que souvent, on demande au concierge ou on regarde des city guides. Oui. Ça aussi, c'est pas un super bon plan. Ouais, Le mieux, c'est de carrément demander à des restaurateurs eux-mêmes. Un resto qui est sympa, Mm. va sûrement connaître d'autres restos sympas.
Ouais. ou à des métiers de bouche, genre une boulangerie, un D'accord. coffee shop, qui paraît être bien qualitatif, Ah, ça c'est souvent génial. connaîtra. Ah oui. Bon, voilà. Donc c'est là où j'ai découvert des choses qui sont nulle part, qui n'ont pas de site internet, qui sont pas du tout ni digitales Référencé ni qui médias, et qui se connaissent de bouche à oreille. et ça c'est généralement quand tu vas à l'étranger. Oui. Ok. Enfin, ou à l'étranger ou même dans une ville. Qu'on Enfin, connaît un pas endroit forcément. que tu connais pas. D'accord. Alors ensuite, bon, moi je parle de perso là, Oui. j'évite les lieux qui font le gros buzz, avec les derniers chefs. À la blabla. mode, Oui, parce que qui en souvent, fait la il y a- télé-réalité qui va bien et Oui, globalement en fait, ouais, parce qu'il y a quand même un gros ah ouais, il budget y a un gros marketing deal. derrière, Ouais. invitation journaliste. Et pareil, bon, comme j'ai un blog, je devrais pas dire ça, mais je suis désolée. Oui. C'est des conditions idéales, conditions Idéales. Une idéales, oui, condition idéales. idéale. Et du coup, c'est toujours biaisé. Une fois qu'on est invité, ça sera toujours biaisé quoi qu'il arrive. Oui. Donc ça, ouais, j'ai même perdu le plaisir d'écrire des Oui, chroniques. tu deviens plus sélective C'est ça. aussi, peut-être. Et pareil, enfin, sans parler de gros lieux, il y a par exemple le Five Guys, en parlant Oui. de fast-food, qui avait fait un buzz pas possible avec Obama, machin. Oui. Je dis, ah non, hors de question. Je me suis dit, il faut quand même que je teste. Ah bah il faut, Donc il j'y faut vais, je suis tester. tombée malade après. Ah bon Ah ouais. Enfin, c'était... Ah, moi je kiffe. Ah, mais moi aussi. Ah, c'est vrai. Ah, non, Moi, non, je suis mais... la team cola aussi. Moi aussi, Ah, je non, kiffe. mais non, mais après, il y a des burgers français qui sont plus qualitatifs, qui utilisent de la viande française. J'avoue. Enfin, Ok. bref. Oui, non, c'est sûr. Non, mais Oui, c'est oui. hyper cher pour ce que c'est, en fait, Oui, pour la qualité c'est que pas c'est. donné, je suis assez d'accord. Du coup, j'avais fait une chronique qui horrible. Genre, Ok. c'est allé dans ma rubrique à éviter, et j'ai Oui. eu des menaces de mort quand même. Non, pour On Five va Guys. retirer ce truc. Enfin, je sais Ah pas ouais, si c'est... non. Donc j'ai contacté le siège qui m'ont dit on vous réinvite si vous voulez. Je dis non merci. Enfin, Bah, j'ai écrit un truc dégueulasse sur Five Guys. non, mais... Bref. Donc ensuite, oui, les petits trucs à éviter aussi, c'est les faux restos, exemple japonais qui prennent que de l'industriel. Bah oui. Ou... Ça, il y en a beaucoup. Hein. Oui, ou des petites brasseries qui ont l'air sympas, Mhm. mais qui au final utilisent des conserves et du surgelé. Et du coup, Oui. dans ces cas-là, autant manger du Picard, ça sera meilleur et moins cher, je pense. Enfin, Ou tout autant il y a pareil, des oui. indicateurs, en fait. Oui. Il y a des endroits où il y a toujours le même fondant au chocolat. Oui, Ouais. c'est sûr. Ça, c'est aussi des indicateurs. Et les chaînes, en tout genre, on va pas citer. Après, ah oui, il y a un autre truc Oui. qui est intéressant, pardon, vérifier le sourcing des... Bon, je suis hyper pointue en café, du coup, demander d'où vient le café, et s'ils répondent « Ah, bah, c'est du Nespresso ou du Illy », en général, c'est Du qu'ils font pas Richard. attention. Ah, mais ça, c'est... Oui. Du Richard. Ah, ouais, Ouais. ok. Oui. Bah, eux, ça, c'est vraiment horrible. On Oui, peut le bah, dire. c'est... Même s'ils essaient Pourtant, de... c'est partout. Hein. Oui. Donc, Quoique non, il y a un resto qui utilise du Richard, mais du Richard un peu plus haut de gamme, donc ça D'accord. passait, mais bon. Mm. Donc oui. Donc je Oui. parle, enfin, bon, le guide Michelin, tout le monde connaît, c'est Oui. Gastro. Ça, c'est un super guide, le guide Le Bay. Donc je suis un peu biaisée parce que je les connais, mais c'est vraiment bien en fait. C'est des guides de bistrot, donc c'est juste Paris et la région. D'accord. Et ils sont hyper pointus, parce qu'ils font attention au pain et au café, par Ah exemple. ouais, oui. Donc ça va dans les détails et ça reste dans des prix plus raisonnables. Et c'est hyper bien. Enfin, Que c'est je assez bien connaissais fait, pas. oui. Oui, Et ce qui très est bien. bien, c'est que là, c'est le dernier guide papier qui est sorti. Maintenant, c'est sur Internet. Ah, Et c'est gratuit d'accès. Enfin, tout le D'accord. listing est gratuit. c'est Après, génial. Django et Mio, qui est aussi connu, et du coup, là, Oui. c'est sur toute la France. oui. Resto on et présente hôtel. plus- Oui. Donc, c'est bien aussi. Oui, après, il y a un autre truc qui est intéressant. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Hein. La cohérence avec le lieu dans lequel on est. Par exemple, j'étais en Bretagne, il y a un restaurant japonais. Je me dis, je vais pas aller en Bretagne pour aller dans un restaurant japonais. Oui. Mais en fait, comme c'est proche de la mer, ils sourçaient bien les ingrédients et ça faisait que les plats étaient top. Donc, D'accord. et donc là, je vous dis juste un nom de resto. Ça s'appelle Tempopo, c'est place D'accord. de la Poissonnerie à Saint-Malo. C'est vraiment un des meilleurs japonais dans lequel je suis allée. Ce week-end, tout le monde est dispo. Ça Allô, on y va Oui. Ouais. Génial. Donc voilà, et donc je vous conseille donc d'anticiper avant de voyager, de toujours noter des bonnes adresses quand ça se présente, etc. J'avoue que c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Je me laissais vivre. Ah Mais, oui. Après, il y a le rapport qualité-prix Oui. qui est toujours un peu compliqué. Comme, enfin, pour moi, par exemple, Five Guys, c'est cher pour ce que c'est. Ouais. Mais bon, c'est que mon avis. Hein. Après, il y a des bons bistronomiques qui sont plus chers, mais pour moi, ça vaut plus le coup Ouais. de ne pas sortir dans des endroits moyens, mais plus, tu vois, de sortir moins, mais sortir mieux. en gros. Qualité. Oui, De qualité. voilà. Et vous avez des trucs?
Alors moi j'ai une technique, je rejoins la spécificité de ce qu'il y a dans l'assiette. En fait c'est pour le choix de la dernière minute quand on se balade et qu'on cherche un resto, c'est de regarder la corbeille de pain. Parce que en fait on voit souvent du pain basique blanc mal coupé et ça c'est déjà s'il gratte sur 10 centimes sur le pain, ça veut dire que le reste sera pas bon. Et quand c'est une belle baguette, que c'est bien coupé et que on voit la qualité ou des petits pains individuels, et ben, finalement il y a une corrélation presque parfaite entre le reste de la prestation et le pain. Donc à tester le truc de dernière minute et ça marche super souvent. Franchement. D'accord. Ok, toi? Alors moi je me laisse un peu porter pour le coup, et par contre j'ai ma conjointe qui fait un peu comme toi, qui aime bien chercher dans les blogs un peu les nouvelles tendances, street food et compagnie, et qui aime énormément manger, et bien manger en fait surtout, donc elle est très à cheval là-dessus. Et pour le coup, voilà, je la suis aveuglément. Et puis, c'est une technique. C'est confiance à son dos. C'est elle qui fait le travail, c'est pas moi. C'est cool. Excellent. Et toi, Colas, du coup? Ben moi, je me laisse aussi pas mal porter, mais je me trompe très souvent. Oui, je me fais toujours avoir par les belles devantures, les beaux bistrots, où en fait, c'est des gros attrape-touristes, où en fait, ils font le truc à la française le plus possible pour que les touristes viennent, quoi. À voir, mais j'ai quand même mes 2-3 petites adresses. Ah, c'est bien. Je pense qu'Hélène va nous dire non, mais moi j'y vais avec mon cœur. Non, c'est pas ça que j'allais dire en fait. Moi, non, ce que j'aime bien, c'est l'idée de regarder la carte, effectivement, ce qu'il y a. Je préfère les petites cartes aussi où on se dit que c'est un peu les plats du jour et on sait que ça va être plutôt frais. Et sinon, quand je suis dans un endroit que je connais pas, j'utilise le truc que m'a donné ma mère. Donc elle va directement à la pharmacie et elle demande au pharmacien parce qu'en général c'est un notable de la ville et il connaît les bons restos. Donc voilà. Bonne idée ça. C'est excellent. Bon, on pense plein de C'est pourquoi c'est pour une adresse de restaurant. Oui, c'est ça. Et souvent ils sont contents de répondre parce qu'en fait entre commerçants ils se connaissent bien. Donc voilà. Et puis le pharmacien il soigne tout le monde. C'est pour peu qu'il y ait une intoxication en plus. Donc c'est pas mal. Excellent. Ah bah en tout cas, merci Karine pour ces petits conseils. Là, on va prendre un petit peu de hauteur, beaucoup de hauteur. Moi, ce qui m'a interpellée, je vous ai déjà dit précédente, moi, je suis un peu curieuse de ce qui se passe en Ukraine actuellement, la manière dont l'information est traitée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les images nous viennent des satellites. Et je me suis dit, mais les satellites, c'est pas une guerre que terrestre au final, c'est aussi une information qui vient de l'espace. Et du coup, je me suis retournée vers un auteur qui s'appelle Patrice Touraine, qui écrit La guerre de l'espace. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il y avait vraiment des enjeux de cette guerre aussi dans l'espace? Donc, je voulais voir avec toi, Patrice. Je peux te tutoyer, hein? Oui, pas de problème. Donc, quels étaient les enjeux de l'espace avant ce conflit en Ukraine? En fait, l'espace s'est complexifié depuis déjà une bonne vingtaine d'années. On a découvert au cours des années 2000 en fait un vrai virage où en fait on a eu des nouveaux entrants dans Avant, c'était un club très fermé, très select, parce que la technologie était rare, les compétences étaient multiples, donc, et les coûts étaient prohibitifs pour beaucoup de pays. Et à partir des années 2000, donc, on a eu un certain nombre d'entrants nouveaux de pays émergents ou émergés qui ont utilisé l'espace comme un moyen finalement de projection de puissance pour dire nous aussi on peut le faire. Donc dans la lignée du Japon, de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Nord, tous ces pays sont rentrés et ont voulu effectivement couvrir l'intégralité de ce que les pays dits historiques comme les États-Unis, l'Union soviétique d'abord et après la Russie et la France ont réalisé. Donc ça c'est une première complexification qu'on a vu arriver. Et la deuxième c'est les entrants privés. Puisque au début, historiquement, c'était une industrie qui était uniquement portée par des institutions étatiques, pour les mêmes raisons de protection de l'État et de protection des intérêts des pays.
Et donc, on a vu arriver, surtout aux États-Unis, en fait, en fait, la NASA avait peiné à se renouveler et a un peu patiné sur un certain nombre de projets. Et donc, on a vu des milliardaires qu'on connaît tous, que ce soit Musk, Jeff Bezos ou Branson, s'orienter vers l'espace. Alors, pour des raisons souvent un peu différentes les uns des autres, mais typiquement pour SpaceX avec Elon Musk, qui aujourd'hui compte presque 10 000 salariés. C'est quelque chose d'assez incroyable puisqu'il a complètement cassé le jeu des institutions publiques en proposant en fait des évolutions de rupture sur ce que les agences historiques avaient l'habitude de faire. Donc ça a complètement révolutionné cette problématique et finalement ça a donné de la flexibilité puisque dans ce qui concerne l'espace dans l'industrie spatiale américaine, on a du privé et du public qui interagissent et qui créent des nouveaux projets qui se nourrissent l'un et l'autre. On peut considérer SpaceX comme une excroissance de la NASA, parce qu'ils ont quand même 75% des commandes viennent des États-Unis. Donc même si Elon Musk dit qu'il est une société indépendante, on se rend bien compte qu'il y a une vraie commande derrière. Et ça, à contrario de l'Europe, si je reviens à l'Europe, où en fait Ariane Espace ne bénéficie que de 30 à 40% de commandes publiques. Donc on voit la différence entre États-Unis et Amérique, entre États-Unis et Europe, pardon. Et cette complexification génère des nouvelles opportunités, des nouvelles tensions, des fois des coopérations, des fois de la compétition. C'est ce qu'on appelle la coopétition. C'est un petit tâtelage bizarre de jeu je suis en concurrence, donc ça peut être très ponctuel et ça peut des fois créer des dépendances difficiles à couper. Et c'est un peu la transition probablement c'est ce que j'allais dire avec l'Ukraine, voilà. Oui. Et donc du coup maintenant avec ce conflit, quels sont les nouveaux enjeux et surtout, comme tu disais, les nouveaux conflits de l'espace. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est pas la première guerre où en fait l'espace est très présent. Ça date déjà il y a plus d'une trentaine d'années. On s'est rendu compte avec la première guerre du Golfe qu'on commençait à avoir des photos satellites. On voulait repérer où étaient les troupes, quelle était la dynamique militaire et comment s'orienter les troupes et les déplacements. Et donc c'est là où il y a eu une vraie prise de conscience en fait que l'industrie spatiale était importante. Exactement. Et dans ce cas présent lié à la guerre. Alors c'est une vraie guerre de l'information, c'est une vraie guerre d'influence, que ce soit côté russe ou côté ukrainien, sans aucun parti pris. Il y a beaucoup de manipulation de l'information, puisque c'est un moyen comme un autre d'agir et d'influencer. Donc c'est un vrai sujet et la technologie pousse encore plus loin cette manipulation possible, puisque alors on l'a pas démontré sur le conflit ukrainien, mais par exemple on a pu observer déjà depuis plusieurs mois en fait, c'était des études faites par l'université de Washington où on pouvait créer par de l'intelligence artificielle des deepfakes de photos satellites, c'est-à-dire qu'on pouvait en fait maquiller des photos satellites pour transmettre de la fausse information délibérément, soit soit aux autres belligérants, soit aux alliés de l'autre camp, en disant maquillé, on peut rajouter des ponts, on peut rajouter des bases qui n'existent pas. Qui explosent. Donc en fait, on se retrouve avec ce concept de deepfake qui a un peu été démocratisé avec les petits outils et les réseaux sociaux. Alors vous imaginez avec la puissance de calcul d'un État ou d'une entreprise de l'espace, comment on pourrait manipuler
l'information distribuée aux belligérants. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Et puis un autre point qui est important aussi sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il y avait déjà des interactions industrielles entre les deux pays. Typiquement, l'Ukraine fabriquait à Dnepropetrovsk, une ville industrielle d'Ukraine, des composants, des réservoirs pour les fusées, et forcément ils ne livrent plus ce genre de produits à la Russie. Donc ça, c'est une conséquence dans le sens de la coopération entre la Russie et l'Ukraine. Et puis typiquement, les tensions qui existent entre les Occidentaux et la Russie ont des impacts également sur les anciennes coopérations, puisque typiquement le CNES et donc Arianespace au sens large étaient en coopération autant avec les États-Unis qu'avec la Russie. Donc on lançait depuis déjà plusieurs années des Soyouz depuis la Guyane. Donc ça a été bien sûr arrêté. Et en contrepartie, Roscosmos, l'agence spatiale russe, a donc décidé de plier bagages, et elle devait être choisie pour des envois de satellites Galileo en mois de mars de cette année et septembre. Et donc on a une remise en cause de ces vols. Il faut donc trouver une fusée de rechange. Donc c'est pas comme trouver une voiture de rechange, puisque chacun a ses commandes déjà préétablies sur plusieurs années. Donc ça recule directement des fois de plusieurs années des planifications. C'est aussi bien économique il y a des retombées aussi pour nous Français, parce que pour le coup Arianespace ne travaille plus en gros, une partie est arrêtée actuellement. Et ce sont également des milliards d'euros qui ont été investis. Alors la chance de l'Europe, c'est qu'on a historiquement, alors par la France, puisqu'on a été un des gros moteurs de l'industrie spatiale européenne, grâce au général de Gaulle historiquement, qui faisait de la coopération autant avec les États-Unis qu'avec l'Union soviétique. Il avait signé des coopérations dès 1966 avec l'URSS. Donc il a continuellement parlé avec les deux parties, et aujourd'hui encore, jusqu'à la guerre en Ukraine, l'Europe était un des rares à coopérer aux Russes, les Chinois, les Japonais, les Indiens, et donc on avait quand même cette espèce d'universalisme à l'européenne de travailler avec beaucoup de monde. Mais effectivement, sur le pas de tir qui avait été modifié pour Soyouz à Kourou, ça c'est une perte sèche. Alors peut-être que dans quelques années les choses vont changer, on se retapera sur l'épaule en disant qu'on peut coopérer. Je pense qu'on ne peut pas se prévaloir de ce que sera l'avenir et de qui sera en face de nous. Ça peut demain être un autre dirigeant. Probablement, de toute manière ça va changer mécaniquement, et on repartira sur de la coopération avec la Russie comme avant, je dirais, mais c'est des choix. Mais quand on y réfléchit, les politiques n'en parlent pas. Pourquoi ? C'est un sujet qui n'est pas repris par les politiques, puisque là on ne parle pas de 100 000 euros, on parle de milliards et de milliards d'euros de personnes qui sont au chômage technique, et ça personne n'en parle. Pourquoi ? En fait, alors j'ai été effectivement super surpris pendant les élections présidentielles que en fait aucun des candidats n'a parlé de l'industrie spatiale. C'était pas au programme, c'est dingue. Ça n'a pas. C'est un sujet très sexy, peut-être. Ouais, c'est pas un sujet sexy. Et en fait, sauf que c'est pas un sujet en soi. En fait, le problème de l'espace, c'est que, par exemple, on a les satellites GPS qui sont envoyés par les lanceurs Ariane pour contrebalancer la suprématie américaine avec le GPS. Donc on a Galileo, qui est cette constellation de satellites qui permet le positionnement.
on dit même positionnement GPS, mais c'est un abus de langage, parce que GPS, c'est la technologie américaine. Les Russes ont leur technologie aussi, avec GLONASS, je crois. Donc en fait, chacun a avancé ses pions et c'est voisin, indépendant de son voisin pour limiter effectivement les risques de rupture en cas de conflit. Et pour revenir sur la politique, effectivement, l'industrie spatiale n'existe pas en tant que telle dans la tête des politiciens, dans le sens où c'est toujours un vecteur de quelque chose pour une autre industrie. C'est la protection grâce à l'industrie militaire, c'est justement le positionnement de son GPS, c'est d'autres sujets de télécommunication comme Starlink là, qui propose l'Internet par satellite. On a Thomas Pesquet qui a énormément œuvré sur les réseaux sociaux. Il a fait un super job sur ça, sur l'espace. Et il a été bizarrement récupéré en une ligne par Jean-Luc Mélenchon et Annick Jadot en disant ça serait bien que Thomas Pesquet soit ministre. Il n'était pas au courant, il a même décliné en disant j'étais pas au courant de Jadot qui dit l'écologie, l'espace c'est pas encore écologique pour le moment. Donc ça reste un peu nébuleux, sans mauvais jeu de mots pour les Français, et donc ça n'apparaît pas très malheureusement, alors que c'est stratégique dans beaucoup d'industries et dans beaucoup de domaines. Donc en fait, si on coupait aujourd'hui les satellites, et on a vu d'ailleurs très malheureusement que la Russie il y a quelques années et la Chine aussi il y a quelques années ont détruit sciemment leurs propres satellites en fin de vie en les faisant exploser par des armes de destruction. La conséquence de ça, c'est qu'on pollue au sens propre comme figuré l'espace sur des trajectoires hyper stratégiques pour l'ensemble de l'industrie spatiale, de la sienne et celle de ses voisins. Donc on se retrouve avec de la pollution qui reste, puisque c'est un sujet qui est extrêmement présent, puisqu'on augmente sans cesse et de manière exponentielle le nombre de débris dans l'espace, et on ne peut pas aussi facilement qu'à Paris. Mais il y a des scénarios là-dessus sur la tentative d'essayer de récupérer des débris, mais c'est un coût monumental. Donc voilà, in fine, en fait, c'est peu vendeur mais avec des grosses conséquences quand même. Et il y a des grosses conséquences, et politiquement, c'est assez vrai en France qu'on n'en parle pas du tout, alors que comparativement, quand je regardais par exemple aux États-Unis, c'est un sujet super stratégique et qui a été remonté à chaque fois autant par Biden que par Trump lors de la dernière élection, et ils en parlent explicitement comme un vrai sujet à la Kennedy, en disant on se doit de faire ça, on va avancer, on va poser des milliards sur la table, alors qu'en Europe et en France, même si la France est un des vrais moteurs de l'espace, ça reste, on a quand ça même ne reste pas une projection de puissance en fait, ça reste, moi ce que j'analyse, c'est que l'espace en France et en Europe, c'est plutôt un vecteur scientifique et technique, politique ou géopolitique. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise jamais comme une projection de puissance, on l'utilise comme un moyen de démontrer un savoir-faire, une technologie. Et typiquement, si l'Europe a tourné le dos au vol habité autonome, on a eu cette brève histoire dont on se rappelle, pour les plus âgés d'entre nous, sous Mitterrand, de l'avion spatial Hermès qui devait rendre les Européens autonomes dans les années 80. Et ça n'a jamais vu le jour, parce qu'il n'y avait pas de volonté de se projeter dans ce type d'industrie dans cette problématique-là. Donc, in fine, on reste scientifique, on est content de pouvoir atterrir sur une comète. C'est un peu suffisant. Et on est très bon. on est très bon. Mais on ne l'utilise pas comme un vrai vecteur de projection, projection de puissance. Donc c'est dommage, mais il faut le garder à l'esprit, parce que tous les jours, imaginez qu'on nous coupe notre navigation, on va arriver en retard à nos rendez-vous. Mais ça, c'est sûr. On ne sera pas content. En tout cas, c'est vraiment très intéressant.
Si on aura l'occasion une autre fois de rentrer un peu plus dans le sujet, mais en tout cas, c'est déjà très bien de nous avoir éclairés. Et ben maintenant, on va prendre le virage à 360, avec Cola, qui est artiste, musicien. Mais alors, moi, quand je suis sur ton TikTok ou sur ton Instagram, je me dis, mais cette génération, elle est géniale, quoi. Tu condenses aussi bien la créativité, la musique, et ça donne un personnage rempli de création et d'imagination. En tout cas, c'est super génial. Pour ça qu'on tenait à t'avoir sur le plateau. Merci. Donc, avant de parler de ton qui est sorti le 1er avril, je voulais savoir d'où tu viens, parce que avant le confinement, on ne sait pas trop d'où tu viens, qui es-tu. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par la base? D'où je viens, moi je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai un père musicien, donc j'ai toujours fait du piano, puis de la guitare, de la batterie, j'ai un peu touché à tous les instruments. Et en fait, j'ai eu plein de groupes pendant mon lycée, pendant mon collège, le groupe de rock lycéen qui joue dans le garage de ses parents et tout. C'était bien marrant, je faisais de la guitare à l'époque, puis après j'ai eu des projets plus électro et tout ça. Et en fait, tout a commencé un jour où je me suis fait gronder par mes parents pour... j'avais fait des bêtises à l'école. Non, t'as pas une tête à bêtises, toi. Ah, si, j'ai pas mal déconné. Et j'étais privé de sortie pendant 2 mois, et du coup, j'étais là... Le confinement avant le confinement. Ouais, c'était avant le confinement, c'était une petite pré-chauffe du confinement. Non, du coup, je me suis acheté un ordi, et j'ai découvert la MAO. Donc, MAO, c'est le fait de faire de la musique sur un ordinateur. Aujourd'hui, 90% de la musique est faite sur ordinateur, et donc j'ai découvert tout cet univers-là, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me lancer dans vraiment la partie électronique de la musique, quoi, qu'on retrouve vachement dans mon projet aujourd'hui. Et du coup, voilà, après je suis devenu ingénieur du son, je suis parti en voyage, et quand je suis rentré, je me suis lancé dans ce projet à fond. D'accord, donc tu rentrais, parce que moi sur ta bio c'est écrit, il était en Inde, et paf, confinement, mais je pensais que tu étais en Inde pendant le confinement. Non, d'accord. Je suis rentré, c'est quand je suis rentré où je me suis dit, il faut absolument que je me lance dans un projet comme ça, parce que j'avais jamais eu de projet où j'étais le leader du projet, où c'était moi et uniquement moi. Oula, ça fait un peu égo trip de dire ça, mais... D'accord. Et, mais c'est en rentrant d'Inde que j'ai décidé de faire ça. Je me suis lancé pendant 2 mois, puis après c'était le confinement, en effet. D'accord. Et là, comment se crée tout cet univers? En fait, j'ai lancé assez vite, pendant le 2e confinement, j'ai lancé ce projet où en fait, comme tout le monde, je cherchais aussi à me connecter avec ma fanbase, avec les gens qui m'entouraient et tout, et faire de la musique de façon un peu collaborative, quoi. Donc j'ai lancé le concept des sons avec vous, et c'est un concept assez simple. En fait, je demande à mes abonnés de m'envoyer des messages vocaux sur Instagram. Ils m'envoient ce qu'ils veulent, un bruit de bouche, eux qui tapent sur une table, une vidéo sur internet, vraiment ce qu'ils veulent. Une phrase, des mots, etc. Et moi en fait je prends ce message vocal et je le transforme en musique, que ce soit pour faire vraiment toute la prod, donc toute la partie instrumentale, ou alors un bout du texte, ou alors le refrain, etc. Et donc je fais ça une fois par semaine. Et à chaque fois je faisais des petits clips de 1 minute en fait. C'est ça, avec un univers assez barré. Je suis pas assez geek. Je voulais qu'on voit à peu près comment tu fais, parce que c'est génial, hein. Il prend ce qu'on lui envoie et il fait un petit montage, et ensuite... on a vraiment le côté avant, après. Avec les effets. Ouais, c'est génial, mais bon, comme je suis pas une la vidéo, c'est dommage. La prochaine fois, il faut me demander, je vous envoie les MP4. Ah bah ouais, mais en plus je te tutoie, tu me vous vois. Ah oui, merde, excusez-moi. En plus, l'enchaînement parfait. Génial. Et donc oui, continue, tu t'as fait les petites vidéos. Ouais, voilà, j'ai fait ces petites vidéos qui ont bien marché. Du coup, il y a eu de plus en plus de monde, de plus en plus de messages vocaux, et je continue toujours à en faire. J'ai un peu baissé les rythmes parce qu'une par semaine. Il fallait bosser. Et le P n'était pas encore sorti, donc. Le P n'était pas encore sorti. En fait, j'ai continué ce projet-là. Et en fait, petit à petit, à force de faire ces vidéos, il y en avait qui marchaient mieux que d'autres. Du coup, mes abonnés me demandaient des versions longues
sur les plateformes de streaming avec des vrais clips et tout ça de certains de ses sons. Et donc du coup j'ai sorti une première version longue, puis une deuxième. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas vraiment faire un vrai projet, un vrai mini-album, finalement, avec tous ces titres-là. Ouais. Et surtout des nouveaux titres. Cet univers, c'est dommage, on n'a pas pu voir, mais il y a tout un univers assez barré. C'est génial, hein. Où je raconte l'histoire d'un surimi qui part dans l'espace, justement. Je raconte l'histoire d'un crocodile qui charrote des crocodile, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Mais là aussi où tu as de la chance, c'est qu'un de tes fans, je te laisse raconter la suite, qui te permet aussi de sortir cette EP. Ah oui, carrément. Ah bah oui. J'ai oublié de... Ah bah oui, la base. J'ai ça. Donc, on en revient à quand je balançais les vidéos sur TikTok, Instagram et tout ça. Sur TikTok, ça a pris plus d'ampleur que sur Instagram. Il y a eu ce côté un peu... avec des chiffres un peu fous par moment, quoi. Bah oui. Et en fait, il y a un de mes abonnés qui a montré mes vidéos à son père. Et son père, en fait, est manager, donc il travaille dans le milieu de la musique. Et il a kiffé mes vidéos et il s'est dit c'est drôle et tout, mais il y a un vrai truc aussi, il y a un vrai talent et tout ça. Ça fait encore une fois hyper ego trip. Il y a un vrai univers. Et du coup, voilà, il m'a contacté et on a commencé à se parler depuis un bon 6 mois. Et ça fait maintenant 4 mois qu'on travaille ensemble et qu'on a signé réellement. Et c'est grâce à lui que cette EP est sortie. Donc c'est un EP de 8 titres Ouais. qui s'appelle Charabia. Donc Absolument. pourquoi Charabia ? Pourquoi Charabia ? Parce qu'on retrouve justement, si on regarde par exemple la tracklist de l'EP, on a Surimi, Crocodile, Souris Verte et tout ça, on se dit oula, c'est complètement barré, et c'est complètement barré, c'est complètement ce que j'allais dire. mais en fait derrière, donc ça peut paraître en premier abord être du Charabia, mais derrière en fait toutes ces histoires c'est un peu des mini-fables il y a toujours une petite morale en fait qui s'en tire. Exactement ce que j'allais dire. Mais je te pique tes phrases. Aujourd'hui, j'ai plus rien à faire. Les invités font tout. Oui, parce que je voulais qu'on revienne sur Riverte et Crocodile. D'ailleurs, on va avoir un extrait de Crocodile tout de suite. Et C'est l'histoire d'un crocodile, c'est le plus gros charreau de tous les temps. Comme tous les pires des zoophiles, Croco est attiré par l'éléphant. Et on lui apprend que sur les bords du Nil dansent des pachydermes plutôt séduisants. Il n'y peut rien mais Crocodile, Jules Bill se ramène en moonwalk d'un air innocent. Allez Croco, on en recroco. Allez Croco, crocodile, crocodile. Allez Croco, on en recroco. Allez Croco. Mais c'est énorme, énorme. Donc, comme tu disais, les fables. Donc là, on a Crocodile, mais il y a aussi la petite souris verte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, alors surtout les paroles des deux, parce que moi, j'ai un peu trippé sur les paroles de ces deux fables en particulier. Ouais. Crocodile, c'est une chanson. En fait, ça part un peu. Un de mes abonnés m'avait envoyé la phrase Allez Croco, allez à la comptine pour enfants. Et en fait, en me penchant sur le texte de la comptine, je me rends compte que c'est l'histoire de crocodiles qui partent en guerre contre des éléphants. Et j'ai décidé de complètement détourner ça et le remixer pour parler. Je parle très clairement d'abus sexuels, en fait. Si on va plus loin dans le titre, on se retrouve au tribunal des défenses d'éléphants. Et où il y a un juge hippopotame qui accuse l'éléphant d'être trop dénudé quand il danse, d'être trop provoquant. Et donc, en fait, parce que dans l'histoire, le crocodile abuse sexuellement l'éléphant. Et le juge, du coup, est pour le crocodile et pas pour l'éléphant. C'est une critique aussi de ce qui se passe aujourd'hui avec tout le mouvement MeToo, qui est un sujet qui me touche aussi. Donc, je trouvais ça cool de pouvoir en parler sous une façade un peu moins lourde que tout ce que ça représente, quoi. C'est ça, c'est le jumeau maléfique. Et pareillement, on a eu la petite souris verte aussi, qui, je te laisse raconter l'histoire de la petite souris verte. On connaît tous. Donc souris verte, c'est les deux où je pars un peu de comptine dans l'EP. Et souris verte, parce que quand même le texte de la souris verte, il est quand même
de la comptine originale, il est complètement barré. Ah bah oui, parce que c'est le jumeau maléfique de la souris que nous on connaît qui finit en escargot. Ouais, voilà, tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau. Ouais. Et je trouve ça tellement barré que j'ai parlé l'histoire d'une souris aussi qui tripe complètement sous drogue, quoi. Qui devient dealeuse de drogue. C'est un peu l'histoire de l'ascension de quelqu'un et qui se rétame à la fin, qui se prend la vérité en pleine face. Oui, mais faut écouter, parce que les paroles sont très fleuries. Merci. et je trouve que l'univers est génial. J'ai l'impression que tu étudies... alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que les textes vont avec tes vidéos ou ce sont les vidéos qui sont faites pour les textes Alors ça dépend un peu, mais ça vient quand même la plupart du temps, ça part de la musique, de l'instrumental. Oui. Et sur ça, après, ça m'inspire quelque chose, puis je laisse mon esprit... C'est surtout que je laisse mon esprit pas mal divaguer, quoi. Ou des fois, je marche dans la rue et je me dis, tiens, c'est l'histoire d'un petit navire et tout ça, ou... mais c'est d'abord, souvent c'est d'abord les prods en premier. D'accord. En tout cas, faut aller sur l'Instagram de Cola et son TikTok parce que c'est vraiment un florilège de vidéos, de musique et c'est un univers coloré comme on aime bien. Carrément. Et d'univers coloré, on va passer à un univers qui est peut-être coloré, je sais pas, on verra avec Vincent Debève. Bonjour Vincent, j'ai tenu à t'inviter, comme je tutoie. Donc j'ai tenu à t'inviter parce que on va parler un tout petit peu politique vite fait. Durant les élections, il y a un sujet qui est venu comme ça, qui s'est invité par hasard, j'ai l'impression, et c'est la retraite. La retraite, et puis je me suis rendu compte, mais est-ce qu'on prépare bien notre retraite? Et est-ce qu'il y a une alternative à ce qu'on nous propose aujourd'hui en matière de retraite? Et je me suis dit, pourquoi pas inviter un gestionnaire de patrimoine afin de nous faire déjà qu'est-ce que c'était que la gestion de patrimoine et les options qu'on pouvait avoir pour préparer notre patrimoine. Donc, est-ce que tu peux répondre à ma première question? Je vais déjà peut-être rappeler ce qu'est le patrimoine. Oui. En fait, tout simplement, c'est l'ensemble des biens en votre possession. Donc, on se le constitue grosso modo de deux manières. Soit vous avez un peu de chance et vous héritez, ou vos parents, grands-parents vous font des donations. Oui. Soit vous le constituez vous-même par les fruits de votre travail, en faisant des investissements, en empruntant, en épargnant. Grosso modo, c'est les deux manières aujourd'hui de détenir son patrimoine. Et comment ça se traduit sous différentes formes? Le patrimoine, il peut être financier, livret d'épargne, contrat d'assurance vie, plan épargne retraite, dont on va parler après, les plans épargne entreprise si vous avez la chance d'en avoir, PEA, compte titre, etc. Oui. L'immobilier, on sait que c'est le placement préféré des Français, et majoritairement, ça représente plus de 50% du patrimoine des Français aujourd'hui. Donc c'est votre résidence principale, votre résidence secondaire, si vous voulez... prendre l'air, les investissements locatifs que vous auriez pu faire. Aussi, chose importante, c'est le patrimoine professionnel. Vous pouvez être chef d'entreprise, profession libérale, artisan, commerçant, agriculteur. Ça a une valeur, votre patrimoine professionnel. Votre fonds de commerce, votre clientèle, votre patientèle, tout ça a une valeur. Et enfin, une dernière chose, on y pense rarement, mais c'est le passif. Ce qu'on appelle le passif, c'est vos emprunts, vos dettes que vous avez contractées pour acheter votre résidence principale, acheter une voiture... Et donc ça, c'est quelque chose qui est... c'est le passif et ça fait partie de votre patrimoine. Donc aujourd'hui, tout le monde a un patrimoine personnel et ou professionnel en fonction de ce que vous faites. Donc finalement, qu'est-ce que la gestion de patrimoine? C'est d'accompagner les personnes qui souhaitent créer, développer et transmettre leur patrimoine. Donc c'est la compréhension, c'est l'analyse fiscale, civile, familiale, financière. C'est vraiment un ensemble de tous ces éléments. Et donc, le gestionnaire de patrimoine, il est à vos côtés dans la réalisation des différents objectifs et besoins que l'on va déterminer ensemble. Donc, le gestionnaire de patrimoine, il connaît, par définition, tout votre patrimoine. Oui. En tout cas, c'est l'approche qu'il va avoir. Il prend la situation dans son ensemble et il va donner du rythme à votre patrimoine. Accompagner dans tous les moments clés de votre vie. Et donc, il va vous accompagner sur tous ces éléments. Donc, quand on prend un gestionnaire de patrimoine, on le prend maintenant, mais jusque... Exactement. D'accord. C'est ce que j'allais dire. J'irai même plus loin, c'est que le gestionnaire de patrimoine, il n'est pas en face de vous, il est à vos côtés. Il vous accompagne sur tous les objectifs, sur toute la durée de votre vie. D'accord. Donc en effet, il vous accompagne. Et donc comment cela se matérialise concrètement? Pour ma part, en tout cas chez Debève Patrimoine, il y a une première étape qu'on appelle l'audit patrimonial. D'accord. Donc on regarde aujourd'hui qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants, quels sont votre métier et vos sources de revenus?
qui détient quoi et comment, dans quelle proportion. On va discuter de vos projets, de vos objectifs. Est-ce que c'est préparer la retraite? Est-ce que vous souhaitez réduire votre facture fiscale? Est-ce que vous souhaitez investir? Acheter votre résidence principale, votre résidence secondaire à Saint-Malo pour aller goûter le bon resto japonais. Voilà, acheter une maison pour ça, c'est peut-être un peu... c'est quand on a beaucoup de patrimoine. Ouais, et donc, voilà, éventuellement transmettre son patrimoine. Donc, toutes ces questions-là, on va avoir une stratégie patrimoniale que l'on va mettre en place et qui répondent à des objectifs plus ou moins long terme. D'accord. Et donc là, je vais revenir à l'actualité avec la retraite. Donc, je sais que ça existe, le plan épargne retraite. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un plan épargne retraite? Alors pareil, je vais peut-être revenir sur la retraite, en dire quelques mots. Oui. En effet, ça s'est invité tardivement dans la campagne. On sait que c'est un sujet quand même qui est redondant, qui revient chaque année, en tout cas à chaque quinquennat. Oui. On parle de la retraite, c'est systématique. Donc c'est un sujet omniprésent, que ce soit politiquement ou je pense que tout le monde y a déjà pensé, réfléchi. On s'est toujours dit à quel âge je vais arriver à la retraite, qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai à la retraite, mais surtout, combien je vais avoir à la retraite. Oui. C'est quand même un sujet. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus comme avant. On arrive un peu plus tard à la retraite, entre guillemets en meilleure forme parce qu'on vit plus longtemps. Oui. On a des envies de voyage, de consommer, de profiter. Et donc tout ça a un coût qu'il faut quand même anticiper. On sait qu'il y a un déséquilibre, et c'est d'ailleurs la problématique aujourd'hui des politiques, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui arrivent à la retraite, d'actifs qui dans les prochaines années vont arriver à la retraite, et en face, on a quand même de moins en moins d'actifs qui cotisent pour cette fameuse retraite qui, je rappelle, est quand même par répartition. Du coup, chacun doit être acteur de sa retraite, c'est ça le plus important. Donc je vais quand même illustrer avec quelques chiffres qui, à mon sens, sont parlants. Vous avez aujourd'hui 1 Français sur 4 qui est à la retraite. Vous vivez à la retraite entre 25 et 28 ans. Je pense que personne imaginait, mais c'est les statistiques. Beaucoup de Françaises et de Français sont inquiets par la retraite, parce qu'en effet, on ne sait pas trop, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé. Et pour autant, il y a quand même une minorité de Français qui épargnent pour sa retraite. Donc c'est assez paradoxal et révélateur, ce qui fait que la retraite, aujourd'hui, est un réel sujet qu'il faut prendre en compte. Oui. Et du coup, le plan épargne retraite, ça sert à quoi dans cette perspective? Alors, c'est un produit d'épargne retraite par définition, qui permet de se constituer une retraite tout en optimisant fiscalement sa retraite. L'État a mis en place cette solution qui remplace les précédentes solutions, et donc c'est un outil qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple que les précédentes solutions. Il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y avoir accès, que vous soyez salarié, indépendant, profession libérale, artisan, chômeur, même les retraités y ont accès. Jusqu'à un certain âge. Et donc voilà, il est accessible à tous et il permet en fait de verser, de se constituer une épargne retraite. Les montants que vous versez vous permettent fiscalement de réduire vos montants taxés. Et du coup, plus vous épargnez, enfin plus vous cotisez, plus vous épargnez, moins vous payez d'impôts en face. Donc il y a en fait un peu ce double jeu que vous avez, c'est que vous constituez votre épargne volontairement pour votre retraite et en face, vous avez le bonus fiscal qui vous permet en fait de capitaliser et d'augmenter en fait votre capacité d'épargne au fur et à mesure de vos versements que vous réalisez. Et pourtant, c'est un produit, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est relativement récent, il date de la loi Pacte de 2017. D'accord. Et avant, en fait, vous aviez plusieurs produits qui étaient fonction en fait de vos métiers et de votre statut. Et heureusement d'ailleurs, ça simplifie un peu les choses pour tout le monde, c'est que vous n'avez qu'un seul produit, qui s'appelle donc le plan épargne retraite, ou le plan épargne retraite individuel, le PERIN comme certains peuvent dire. Et donc voilà, qu'importe votre métier, votre profession, tout le monde y a accès, et voilà, ça simplifie les choses. Et les anciens produits éventuellement que vous aviez, vous pouvez les transférer dans ce nouveau PER. Très bien. Et comment bien choisir du coup son PER? Alors ça, c'est assez difficile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Alors, premièrement, comme je le disais, c'est un plan épargne retraite donc qui vous suit jusqu'à votre retraite. Donc, il faut quand même se poser les questions avant de le choisir. Oui. Et c'est une question complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Premièrement, vous allez choisir donc, chez qui l'assureur va être le dépositaire et entre guillemets le garant de votre contrat. Ça, c'est le premier élément. Il y a les frais qui sont liés à la gestion de votre PER. Peu de personnes le savent, mais vous payez des frais de gestion sur votre contrat d'assurance vie, sur votre plan épargne retraite. On le dit rarement, mais
derrière. Et donc voilà, il y a des frais qui sont plus ou moins importants. Également, il y a des frais de versement qui sont à prendre en compte. D'accord. Il y a éventuellement aussi des critères, entre guillemets, bloquants, enfin pas bloquants, mais vous pouvez avoir des obligations de versement éventuelles. C'est-à-dire que l'assureur va vous demander, OK, vous ouvrez un contrat chez moi, mais je veux qu'il y ait minimum un versement par an. D'accord. Il y en a d'autres qui vont vous laisser libre cours à ce que vous souhaitez faire. Il y en a qui vont permettre des versements mensuels, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, d'autres des versements ponctuels. Vous pouvez cumuler les deux. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Aussi, et chose importante, c'est les modes de gestion. C'est-à-dire votre PER, vous pouvez l'ouvrir demain par votre propre biais, en passant par votre gestionnaire de patrimoine. Mais derrière, il faut savoir sur quoi vous mettez l'argent. Donc il y a plusieurs supports d'investissement, qui sont par exemple le fonds en euros, qui est le fonds garanti sécurisé, qui rémunère peu. D'autres fonds comme les fonds actions, les fonds obligataires, des fonds immobiliers, les fonds de private equity, en fait, de possibilités d'investissement. Maintenant, voilà, il faut savoir où vous mettez vos billes, dans quelle proportion. Ce qui va avec nos valeurs aussi. C'est ça, et c'est là où j'allais en venir, c'est que vous pouvez avoir des convictions d'investissement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement socialement responsable, de développement durable, d'écologie. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais il y a des fonds qui sont en train de se créer pour investir sur les sociétés qui travaillent justement au nettoyage, entre guillemets, de l'espace. D'accord. Donc voilà, on est en train aussi de flécher les flux financiers pour aller vers des causes louables, plus vertueuses. Et donc, ça fait partie des champs d'investissement. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine est là aussi pour vous accompagner. Il y a certains plans épargne retraite de tel ou tel assureur qui vont vous permettre d'investir justement sur des fonds dits ISR vers des développements durables. Maintenant, c'est à votre gestionnaire de patrimoine de vous accompagner, de vous trouver la solution qui est à votre image et qui correspond à vos convictions d'investissement. D'accord. Donc, dans ce cas-là, le banquier, il sert à quoi Est-ce qu'on peut choisir la différence entre un banquier et un gestionnaire de patrimoine Alors, historiquement, les banques sont quand même là pour vous prêter. Donc la banque ou votre banquier, c'est son premier rôle, on va dire. Le gestionnaire de patrimoine, quant à lui, il est indépendant. On est agrémenté sur plusieurs fonctions. On est indépendant, on choisit les partenaires avec qui on veut travailler. Donc on va sourcer, entre guillemets, la qualité des assurances vie de tel assureur. Ce que je vous ai tout à l'heure, un peu l'éventail et les possibilités d'investissement, la souplesse. Donc idem pour le PER. Le banquier, lui, va vous proposer la solution de son établissement. D'accord. Moi, demain, je peux vous proposer tel produit de tel assureur ou tel PER de tel assureur. D'accord. Et encore une fois, je ne vais pas vous proposer qu'une chose. Je vous accompagne sur divers sujets et thématiques tout au long de votre vie où le banquier va intervenir de manière plus ponctuelle. Donc, c'est un conseil qui est différent entre le gestionnaire de patrimoine et le banquier. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Je pense qu'on a tous compris. Mais avant d'arriver à... il faut partager sa retraite. Hein c'est mieux si on la partage avec quelqu'un. Mais oui, donc est-ce qu'on peut avoir des petits conseils de ce côté-ci, Hélène? Mais oui, donc la dernière fois, on avait parlé de pourquoi on retournait sur les sites de rencontres, même quand on n'aimait pas ça. Donc là, cette fois-ci, quand on est célibataire. Donc là, c'est un peu la suite, en fait. C'est, quitte à y aller, autant s'en servir efficacement. Oui. Donc, comment on fait Donc, je vais vous donner 5 conseils pour être plus efficace sur les sites de rencontres. Oui. Et aussi en y prenant plaisir, parce que le vrai problème, c'est ça. C'est que souvent, on s'y ennuie ou on trouve ça contraire à ses valeurs, ou voilà, plein de choses. Donc, y a, évidemment, on peut choisir. Tous les sites et les applis ne se valent pas. Donc, il faut bien choisir où est-ce qu'on va aller... sévir, entre guillemets. Sévir, non. Oui. Mais déjà, une fois qu'on a choisi le bon endroit, le premier conseil que je vous donne, c'est, quitte à y aller, faites-le bien, donc actif et régulier. Parce que, évidemment, si vous n'êtes pas actif, vous rappelez que vous êtes sur un algorithme, vous serez tout au fond du catalogue, on ne vous verra toujours pas. Donc, comme la dernière fois, j'avais dit que le premier problème des célibataires, c'est qu'ils sont invisibles dans la vraie vie. L'idée, c'est pas d'aller sur un site pour rester invisible. Donc, il faut quand même être actif. Et là, l'algorithme vous aide parce que quand vous êtes actif, vous remontez dans le catalogue, donc on vous voit. Et aussi, c'est bien d'être régulier parce que si vous répondez à un message, vous recevez un message, vous répondez dans 3 jours. Bon, c'est sûr que de l'autre côté, c'est des vraies personnes.
Donc ils vont se dire, bon, pas très motivés quand même. Hein. Donc voilà. Et ils ont d'autres demandes. Donc ça, c'est voilà, je vous ai mis un petit panneau open. Bah, l'idée, c'est que la boutique est ouverte quand même, parce que sinon... le deuxième conseil, c'est d'avoir des attentes réalistes. Alors, vous les inscrivez pas sur un site de rencontre en attendant un miracle ou un tour de magie. Non. La vraie promesse, c'est que le site de rencontre vous propose deux personnes qui sont aussi disponibles et qui ont envie de discuter. Après, évidemment, il faudra faire un tri, etc. Et c'est déjà beaucoup par rapport à votre vraie vie de célibataire. Vous vous dites, mais où sont-ils? Je ne rencontre jamais personne d'intéressant. Donc, c'est ça la vraie promesse. Le reste, ça dépend quand même beaucoup de vous. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, juste en vous inscrivant, bah oui, c'est bon, donc je me suis rendue libre, donc on va me trouver. C'est bien, c'est aussi pour ça, c'est dans les deux sens. Donc, vous avez quand même un avantage, c'est que l'autre personne vous cherche aussi. Donc, normalement, l'idée, c'est de rencontrer deux intentions similaires. Donc, voilà, donc vous pouvez déjà au moins contourner la difficulté que vous avez à rencontrer des célibataires dans votre vie tous les jours. Et c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui me disent « oui, c'est très chronophage ». Moi, je trouve quand même que c'est quand même beaucoup moins chronophage de faire ça devant sa série Netflix que d'être obligé de sortir, de s'habiller, de regarder autour de soi, d'engager des conversations, etc. etc. Donc, évidemment, on peut trouver dans la vraie vie, mais ça demande aussi beaucoup plus d'efforts. Rappelez-vous quand même que là, c'est simple, c'est facile, et c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que ça fonctionne tout seul. Ça dépend toujours de vous. L'amour, ça dépend toujours de vous d'abord. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas si évident. On a toujours l'impression que ça vient tout seul, que c'est magique, que c'est naturel, et qu'il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est jamais le cas, même quand on est en couple d'ailleurs. Ça ne marche pas tout seul. C'est quelque chose sur lequel il faut investir régulièrement. Et ça ne doit pas être une corvée, mais plutôt un plaisir, toujours. Okay. Le troisième conseil, c'est donc soyez authentique et jouez le jeu. Le but, c'est pas d'aller sur site de rencontre et de mettre des photos avec des lunettes de soleil, ou de mettre la photo de son chat, ou de faire un selfie tout en haut de la montagne. On ne te voit pas, Michel, donc c'est pas la peine. Essayez de vous montrer quand même. Déjà, pour commencer. Donc, n'essayez pas de tricher. Je sais que vous n'avez pas envie d'y aller, mais l'idée, c'est quand même, vous cherchez, vous êtes bien content ou bien contente de pouvoir choisir l'autre personne en la voyant, comme vous la verriez dans la vraie vie, en fait. Hein. C'est vous montrer votre visage. N'oubliez pas le eye contact, très important. Donc, on doit voir vos yeux. Les lunettes de soleil, je comprends. On est en vacances, on a l'air cool, mais on ne voit pas les yeux. Voilà. Message, non. Donc c'est quand même dommage parce que voilà, le regard, c'est évidemment un atout séduction très important. C'est toujours là, c'est le miroir de l'âme, hein, donc c'est là qu'on va aller voir autre chose que juste l'enveloppe physique. Donc c'est quand même très très important de pouvoir créer un contact, même en virtuel. Et bien sûr avec une bonne énergie, donc tant qu'à faire, vous cherchez quelqu'un de cool, sympa, bien dans ses baskets. Devinez quoi, l'autre personne, elle cherche la même chose. Donc, si vous dégagez cette énergie, même dans votre profil, même dans la façon dont vous interagissez dans vos messages, vous avez plus de chances quand même de trouver l'autre personne qui vous correspond de l'autre côté. C'est vraiment la meilleure façon de faire le tri. C'est-à-dire que vous allez vite voir comment les énergies communiquent ensemble. D'accord. Le quatrième conseil, c'est donc le reste du flirt. On n'est pas là pour faire un interrogatoire de police, un entretien d'embauche. On est d'abord là pour y prendre plaisir et y aller en confiance. Quand vous pensez aussi toujours comment vous traduisez dans la vraie vie, qu'est-ce qui fait que vous allez parler à telle personne plutôt qu'à telle autre? Justement, elle vous aura souri, elle vous aura dit un truc rigolo, elle vous aura montré un petit, que vous lui plaisiez. Et c'est ça le flirt en fait, c'est montrer à l'autre qu'on lui plaît. Il ne faut jamais avoir peur de montrer à quelqu'un qu'il nous plaît. Ça, c'est souvent, on dit oui, non, mais je vais rien montrer, puis je vais attendre que la personne le voit. Non, essayez de le dire. Enfin, surtout là, vous avez en plus une barrière virtuelle. Donc, n'hésitez pas à dire que de faire comprendre que la personne vous plaît. Ça ne veut pas dire pour autant. Le message, c'est tu me plais, mais ça ne va pas suffire pour que je te valide. Donc, je vais vérifier, bien sûr. Mais n'ayez pas peur de montrer. Parce que c'est ça qui motive, en fait, c'est de voir qu'on a sa chance. Et donc là, on peut être prêt à attendre, à découvrir l'autre et à aller plus loin. Donc, allez-y avec plaisir et allez-y avec confiance parce que ça va se voir dans la façon dont vous interagissez. Et ça va changer sur le résultat.
Donc, quand on me dit ça marche pas, je dis ça dépend comment vous le faites. Normalement, il n'y a pas de raison. Si vous faites différemment, vous n'aurez pas le même résultat. Et donc, le dernier conseil, donc vous n'oubliez pas votre véritable objectif. L'objectif, c'est pas de swiper sans fin ou d'envoyer des messages pendant des semaines et des mois. Oui. L'objectif, c'est de rencontrer une personne en vrai. Donc, ça commence par rencontrer des gens en vrai. Et donc, du coup, c'est combien de temps à peu près Alors, ça dépend. Évidemment, il n'y a pas de règles. Il n'y a jamais de règles. Et voilà, oui, alors, il faut attendre 3 rendez-vous, etc. Ça, c'est n'importe quoi. On a chacun son mode d'emploi. Maintenant, c'est sûr que moi, je trouve qu'on peut se rencontrer assez vite, finalement, peut-être au bout de 2-3 jours, d'avoir discuté, etc. Parce que vous allez toujours aller plus vite en voyant la personne en vrai. Parce que si ça fonctionne, vous le verrez beaucoup mieux en vrai qu'en message. Le nombre de fois où j'ai oui, ça collait bien pendant qu'on discutait, puis qu'on se voit, le soufflet retombe, ou l'inverse, on se dit, j'étais pas très convaincue, et quand on voit la personne, on se dit, heureusement que j'y suis allée, parce que sinon je serais pas. Donc bien sûr, rappelez-vous que votre intuition n'est pas la même en virtuel qu'en vrai, donc vous en saurez toujours beaucoup plus en allant voir la personne, même si vous vous trompez, c'est pas très grave, vous allez boire un verre, vous allez prendre un café, c'est toujours plus intéressant, et ça vous aide de toute façon dans votre recherche à avancer. Donc, le véritable objectif, c'est commencer par voir les gens en vrai. Et vous pouvez attendre donc 2-3 jours. Je vous conseille de ne pas attendre plus que 3 semaines, 1 mois, parce que sinon ça veut dire que là, vous êtes déjà en train de projeter. Il y en a qui font ça, mais j'en ai même des fois qui viennent me voir, et même des jeunes. Moi aussi, j'ai mon compte Insta, donc de temps en temps, j'ai des piou-piou qui viennent me voir, qui ont 21, 22 ans. Qui viennent me poser des questions, me disent ça fait 7 mois que je discute avec une jeune fille, et je ne l'ai toujours pas rencontrée. Je dis donc c'est la nouvelle génération, ils passent trop de temps sur leur téléphone visiblement. De l'autre côté, de l'autre côté du prisme, j'ai les 50 et plus, qui me disent moi j'en ai marre de pianoter, je préfère dans la vraie vie quand même. Et oui, c'est vrai, mais quand même il faut passer par l'étape l'étape des juste de se rassurer, on ne va pas rencontrer tous les gens avec qui on discute, évidemment, donc juste de se rassurer, se dire, ok, il y a peut-être un potentiel, c'est suffisant pour aller boire un café. Voilà. Donc, trouver la bonne... le juste milieu entre les deux, mais n'oubliez pas, l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un en vrai, c'est pas de passer des heures sur Internet en vous disant, c'est chronophage et ça ne sert à rien. En tout cas, donc, le plaisir sera toujours mieux de rencontrer des vraies personnes, parce que les vrais gens, c'est toujours plus intéressant, évidemment. Bravo, merci Hélène, en tout cas sur tous ces bons conseils si vous ne trouvez pas. C'est un peu compliqué. En tout cas, je sais pas. Vous venez me voir. Oui, vous expliquerai, j'irai voir directement ce qui se passe. On va mettre les Insta et tout, pas de souci. Je sais pas où j'avais la tête, j'ai oublié de présenter le livre de Patrice Touraine, La guerre de l'espace, qu'on peut retrouver sur Amazon et la Fnac, qui est encore en vente. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, on va se quitter, puis on se dit au mois prochain avec mes 2 chroniqueuses, Hélène et Karine. Et messieurs, en tout cas, super d'être venus. On a eu un petit peu de plateau et merci à vous d'être venus. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur CCF Insta, YouTube et le site CCF Média. Merci. Merci. Merci.